pour qu'un sens humain prenne un sens, il faut d'abord que soit défait tout ce qui prétendait la vérité sur la nature, sur l'essence ou sur la destination de l'homme. En español, para que el hombre sea descubierto y para que el sentido humano tenga sentido, hay que deshacer primero todo lo que pretendía ser verdad sobre la naturaleza, sobre la esencia o sobre la determinación del hombre. Je voudrais commenter peut-être ce livre, à la lumière de ce texte que j'ai lu, et peut-être que vous expliquiez cette idée de être singulier pluriel, que j'associe à ce que vous avez dit maintenant. Je fais Mais là, dans le passage que vous venez de lire, bon, il est dit il faut découvrir l'homme. Alors ça, je crois, c'est très important. Nous sommes à la fin de toute une époque de civilisation dans laquelle le mot humanisme a été un grand mot. Et aujourd'hui, si on critique l'humanisme, on est immédiatement considéré comme un barbare, ou comme un nihiliste, ou alors comme un fanatique religieux. Bon. Non, la critique de l'humanisme veut dire que si humanisme veut dire qu'on sait déjà ce que c'est que l'homme, alors c'est fini. Parce que tout ce qu'on sait déjà, c'est déjà mort. Quand une chose est bien connue, c'est fini. Bon. Il vaut mieux être un ignorant. Il y a un poète français, belge qui habite au sud de la France, qui a écrit un beau poème, Philippe Jacotet, L'ignorant. Oui. Ah oui. J'ai beaucoup aimé cette titre. Ah oui, je ne connais pas ça. Je ne connais pas le titre ni le. La valeur positive de l'ignorance. Mais ah oui, mais bien sûr qu'il faut toujours être dans l'ignorance. Si on ne reconnaît pas de l'ignorance, alors on est tout de suite idiot, je pense. Et même un grand savant, je dis un savant des sciences dures, un mathématicien, un physicien, un chimiste, ce sont des gens qui se reconnaissent toujours comme ignorants, fondamentalement. Sinon ils ne feraient pas de science. Alors, le fait que nous sommes en réalité ignorants quant à l'homme, voilà d'abord ce qu'il nous faut redécouvrir. Vous savez, Kant dit qu'il y a 4 questions. La première, c'est que puis-je savoir? La deuxième, c'est que dois-je faire? La troisième, que m'est-il permis d'espérer? Alors, à ces 3 questions, il répond de manière. Mais la quatrième, c'est qu'est-ce que l'homme? Et ça, il dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Et Pascal, pour revenir à lui, avait déjà dit, l'homme passe infiniment l'homme. Passe... Dans le français de Pascal, ça veut dire dépasse. C'est presque Nietzschéen, ça. Ah oui. Ben, lui, Nietzsche dit l'homme est un animal malade. Ou bien l'homme est un danseur sur une corde au-dessus de l'abîme. Bon. Mais toutes ces choses-là veulent dire la même chose. Veulent dire l'homme est pour lui-même un point d'interrogation. Mais, justement, point d'interrogation, c'est encore un piège. Parce que c'est une question... Et alors la question présuppose qu'il y a une réponse. Alors, ça, c'est peut-être le piège. Mais il n'y a pas une réponse? Non, justement, il n'y a pas de réponse. Mais comment c'est ça qu'il n'y a pas une réponse? Comment cette certitude? Parce que, on le sait, parce que l'homme, si l'homme est celui qui se demande qui est l'homme, prenons la question d'abord, l'homme se demande qui est l'homme. Mais si c'est l'homme qui le demande, évidemment, il ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout. L'homme ne peut pas répondre à la question. Mais il peut comprendre que ce n'est pas une question, que c'est un appel. Comme c'est beau, on ça. disait Il y a une tout à l'heure. différence entre question et appel. Ah oui, une grande différence. Peut-être la philosophie du futur, ça doit être une philosophie plutôt de l'appel que des questions? Oui. Et du coup, vous voyez bien, il y a 2 réponses. La réponse à une question... c'est une réponse à une attente de savoir. La réponse à un appel, c'est une réponse, pas par le savoir, par la présence. Là, évidemment, il y a un grand modèle qui est au départ du monothéisme, du triple monothéisme occidental. C'est Abraham. Dieu dit, il appelle, enfin, Abraham qui ne s'appelle pas Abraham, qui s'appelle Abraham. Et Dieu dit Abraham. Et lui répond, il dit, me voici. Et là, Dieu lui donne un ordre invraisemblable de tuer son fils, etc. Bon. Alors, je crois que ça c'est vraiment exemplaire.
le fait qu'il s'agisse de recevoir un appel qu'on ne comprend pas. Mais qu'on accueille. Mais qu'on accueille. Regardez le poème de Hölderlin, hein, ça s'adresse à l'ami, c'est un appel. Viens mon ami, allons dans l'ouvert. Au fond, c'est ça l'appel, c'est toujours viens, tu ne sais pas vers quoi, mais vas-y. Et qu'est-ce qui se passe dans tous nos vrais rapports humains forts, importants, je veux dire, dans l'amour, bien sûr, dans l'amitié, mais aussi dans des rapports de travail, je dirais, mais même des rapports d'entreprise. Et tout, si quelqu'un vient dire à un autre, viens, on va faire une entreprise, pas quoi, on va monter une maison de production de films, je ne sais pas, mais de commerce. Hein. Le commerce a été aussi une grande aventure. Hein, eh bien, c'est-à-dire, on appelle toujours à une forme d'inconnu. C'est une aventure. Une aventure. C'est un risque toujours. Oui. Or, justement, nous sommes, la Terre n'a plus d'espace pour l'aventure. Il n'y a plus de découverte, il n'est plus question d'aller, je sais pas quoi, d'aller au Tibet comme Alexandra David-Nil, d'aller à Tombouctou comme Caillé. Il n'y a plus rien à découvrir. Plus rien à découvrir dans l'espace. Et nous croyons qu'il n'y a pratiquement plus rien à découvrir non plus dans dans la matière elle-même. Voilà, nous sommes descendus aux atomes, nous dressons le tableau du génome humain, etc. Mais ça, ce sont même plus des découvertes, c'est des questions avec réponse. Questions chimiques, réponse chimique. Questions microchimiques, réponse microchimique. Bon. Vous êtes bien critique de la science, hein? Non, je ne suis pas du tout critique de la science. Quand vous dites, par exemple, les thèmes de l'étonnement et de la merveille de l'être sont suspects s'ils renvoient à une mysticité extatique, et le thème de la curiosité scientifique ne l'est pas moins s'il renvoie à un affairement collectionneur de rareté. C'est-à-dire, ce que je traduis, el tema de la curiosidad científica no es menos sospechoso que la maravilla de ser cuando nos envía a transformarnos en coleccionadores de rarezas. Donc vous définissez l'appellation des scientifiques comme des collectionneurs de rareté. C'est dur. Pourquoi? Non, pourquoi c'est dur? C'est pas dur du tout. C'est pas dur. Mais la science, elle demande et ne cesse pas de demander, de questionner pour obtenir ce qu'il a été appelé rareté, c'est-à-dire pour obtenir, par exemple, la constitution ultra microscopique de la matière ou des... Bon, mais et ce sont, quand on obtient ces réponses, ce sont des réponses extrêmement précieuses parce qu'elles ont demandé un appareillage extraordinaire pour être élaborées. Mais rien là ne répond à un appel. Sinon un appel de savoir qui est en effet, qui fait partie aussi de l'appel en général. Mais peut-être aussi faut-il toujours comprendre que l'appel à savoir est un appel qui demande à la fin toujours que le savoir s'ouvre sur le non-savoir. Peut-être celui qui accueille mieux l'appel, c'est même plus que le philosophe, a été le poète, en Occident, si on parle d'Occident. Oui, ça c'est vrai. Et ça, je crois, la philosophie aussi l'a toujours su, même si elle s'est toujours battue. Mais vous savez, c'est Descartes qui dit, c'est Descartes, c'est-à-dire philosophe qui a l'air pas du tout poète. Il dit dans un texte, il est vrai de jeunesse, il y a en nous des semences de vérité, les philosophes les extraient par raison, les poètes les arrachent par imagination, et elles brillent alors d'un plus vif éclat. Ah oui. C'est Descartes, ça. Oui, c'est Descartes. Vous voyez, je le sais par cœur parce que c'est un texte tellement frappant, c'est dans une sorte de petit texte de jeunesse, mais au début de son travail vraiment cartésien, à l'époque des régulés, ou presque avant, ce sont des petites notes qui se sont je crois,
Ah, je ne sais plus quel est le titre d'ensemble de ces notes, mais je pourrais vous le dire un autre jour, oui. Il y a beaucoup de provocations dans vos livres, de belles provocations, des appels. Moi, j'ai reçu vos livres. Je n'ai pas lu vos livres comme de la philosophie systématique. J'ai fait une lecture absolument ouverte. J'ai pas pu lire. J'ai lu les chapitres, mais quelquefois je sautais, je revenais. Ça a bien marché pour moi comme lecteur, pas comme professionnel de la philosophie. D'abord, vous demandez... Mais je ne sais pas si je suis tellement un professionnel. Je suis de moins en moins professionnel de la philosophie. Bien entendu, j'ai une formation professionnelle de philosophe. J'ai enseigné toute ma vie la philosophie dans une faculté ou dans plusieurs facultés de philosophie. Mais je dirais que je ne suis vraiment plus un professionnel. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi, sortir dans l'ouvert par rapport à la profession philosophique. La philosophie semble fermée, close à sa propre clôture. L'académie est une clôture. Le monde académique des philosophes, sont des philosophes, des historiens qui font des papers pour des doctorats. Et c'est tout un monde technicien du savoir il me semble que c'est un peu où il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de l'air. Oui, mais je crois que ça c'est une question de période dans l'histoire. Il y a des époques dans l'histoire où l'université a été un vrai foyer d'ouverture. Par exemple, à la grande époque de la scolastique, oui. Mais après, si vous prenez l'université en Europe au XVIIIe siècle, c'est rien. Rien ne s'est passé dans l'université. Newton n'est pas un universitaire, Lavoisier n'est pas un universitaire, Pascal n'est pas un universitaire. Bon, Einstein, oui. C'était très libre et très indépendant. Et comment faire de la philosophie? Où peut se faire aujourd'hui la philosophie, qui ne soit pas l'académie? Où? N'importe où, où on peut soit parler, soit écrire et donc communiquer d'une manière ou de l'autre. Et il est certain évidemment que ça demande aussi des moyens pour se rencontrer. Bon. Et qu'il y a surtout, il y a une grande ambiguïté. Alors en tout cas, en Europe, il y a une grande ambiguïté, c'est que aujourd'hui, il y a une demande comme ça, de philosophie très très large, qui est en fait un aspect de la demande, de la nouvelle demande de religion. Alors, on veut des discours de conseils, de sagesse, au fond toujours des discours de... On dit en espagnol autoayuda, auto-soto-aider, autoayuda. Voilà. Donc la philosophie est devenue autoayuda. Mais la philosophie, elle n'est pas là pour aider... La philosophie ne nous aide pas à vivre mieux? Je crois que si, quand même. Il faut être honnête. C'est-à-dire que avoir beaucoup pratiqué la philosophie, travailler la philosophie, ça fait que, quand même, dans les circonstances difficiles ou importantes de la vie, que ce soit des circonstances affectives fortes ou la grande maladie, l'approche de la mort des proches, la vision terrible du monde aujourd'hui, regardez ces derniers jours, du moins dans le monde méditerranéen, ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban, c'est bon, pendant que ça continue en Irak, en Afghanistan, c'est effrayant. C'est effrayant, nous sommes là, dans cette partie du monde, vraiment devant un spectacle terrible. Alors, bon, la pratique de la philosophie permet par moment, oui c'est vrai, ça donne une petite énergie, on dit bon, il faut essayer de penser, vraiment, pas d'avoir des opinions, ni seulement des réactions. Mais pas penser dans l'isolement de la philosophie qui parle de la philosophie et des philosophes qui remettent à d'autres philosophes. Au contraire, beaucoup dans la communication, je dis, en fait, j'aime pas trop le mot communication, bien sûr, mais bon, mais justement dans l'échange de la paix. Vous savez, ce qui est formidable quand on écrit des livres, c'est que il arrive comme ça, pas trop souvent, mais il arrive de temps en temps que tout d'un coup on reçoit une lettre ou un email ou un appel téléphonique ou un lecteur très lointain, pas quelqu'un de la corporation.